Ramassez ça, mon vieux. Les gens comme vous doivent apprendre le respect dans ma banque. La carte nationale d'identité glisse sur le sol en marbre avec un bruit sec. Chaque client se fige. Jean-Pierre, 70 ans, impeccablement vêtu, fixe sa pièce d'identité. Le directeur de la banque, Stéphane, le domine de toute sa hauteur, un sourire méprisant aux lèvres. Les genoux arthritiques de Jean-Pierre craquent alors qu'il se penche. Stéphane déplace délibérément sa chaussure cirée, à quelques centimètres des doigts tremblants de Jean-Pierre. Le sang bat dans les oreilles du vieil homme. Des décennies de dignité mises à l'épreuve en quelques secondes. Lucas observe la scène depuis le coin de la pièce. L'humiliation de son père se grave dans sa mémoire. Son expression se durcit. Son téléphone est déjà en main. Il prend une décision silencieuse. Personne ne parle. L'horloge de la Banque du Val-de-Loire égrène les secondes. Un choix se forme dans l'esprit de Lucas. Que feriez-vous si quelqu'un manquait de respect à un membre de votre famille juste devant vous? Personne ne réalise que l'observateur silencieux est sur le point de changer la fortune de chacun pour toujours. Jean-Pierre arrive à la Banque du Val-de-Loire à 10h30 précise. Son costume gris anthracite ne porte aucun pli. Sa pince à cravate en argent capte la lumière. Et ses chaussures en cuir italien reflètent les lampes du plafond. Ce n'est pas de la vanité, c'est une armure cultivée au fil de décennies passées à pénétrer dans des espaces qui remettaient en question son appartenance. Il s'approche du bureau d'accueil avec détermination. Je voudrais ajouter mon fils comme signataire sur mes comptes. De l'autre côté du hall, Lucas se tient près d'un palmier en pot, répondant à des courriels concernant la fusion de 5 milliards d'euros que son entreprise, Horizon Innovation, est en train de finaliser avec NextGen Financial Group, le plus grand client de la Banque du Val-de-Loire. Il lève les yeux occasionnellement, laissant son père gérer ses propres affaires. Stéphane remarque l'homme âgé noir au bureau d'information. Ses yeux effectuent une évaluation rapide. Costume démodé, probablement un revenu fixe, dépôt minime, ne vaut pas son attention personnelle. Il fait signe à une jeune associée. Annette, aidez ce monsieur. Jean-Pierre parle clairement. J'ai spécifiquement demandé le directeur. Ce sont des comptes premium avec des changements complexes. Les sourcils de Stéphane se lèvent légèrement. Compte premium? Il s'approche à contre-cœur, un sourire professionnel n'atteignant pas ses yeux. Il vérifie les comptes de Jean-Pierre sur sa tablette. Les soldes sont respectables, mais pas impressionnants selon les standards de Stéphane. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Demande Stéphane, parlant plus fort que nécessaire. J'ai besoin d'ajouter mon fils comme signataire sur tous les comptes. Stéphane hoche la tête, expliquant les procédures bancaires de base que Jean-Pierre connaît sans doute déjà. Bien sûr, nous devrons d'abord vérifier votre identité. Les réglementations bancaires, vous comprenez? Il insiste sur le mot « réglementation », comme si Jean-Pierre pouvait trouver le mot difficile à saisir. Lucas répond à un courriel urgent concernant la fusion. Le message mentionne que la Banque du Val-de-Loire gérera le transfert de 5 milliards d'euros demain. Stéphane demande une identification. Jean-Pierre produit sa carte nationale d'identité. Stéphane la prend du bout des doigts, l'examinant avec un examen exagéré, la retournant plusieurs fois comme s'il soupçonnait une falsification malgré les dispositifs de sécurité holographiques clairs. Cela semble. Stéphane laisse la phrase en suspens, impliquant un doute sans l'énoncer. Jean-Pierre conserve un calme parfait, les mains croisées sur le comptoir. Des décennies d'interactions similaires lui ont appris la patience. La température dans la pièce semble chuter lorsque les doigts de Stéphane relâchent la carte d'identité, la laissant tomber délibérément vers le sol. La carte frappe le marbre avec un claquement net. Les conversations s'arrêtent. Les regards se tournent. Jean-Pierre fixe Stéphane, qui maintient un contact visuel inébranlable, le coin de sa bouche se levant légèrement. J'aurais besoin d'une identification valide, monsieur, dit Stéphane, sa voix portant à travers le hall soudainement calme. Jean-Pierre pointe le sol du doigt. Vous venez de laisser tomber mon identification valide. Stéphane hausse les épaules. Si vous avez besoin d'aide pour vous baisser. Lucas regarde depuis l'autre bout de la pièce. Son instinct hurle d'intervenir, mais il sait que son père sait quand lui laisser de l'espace. Jean-Pierre a navigué dans ces eaux toute sa vie. Jean-Pierre se penche lentement, grimaçant alors que son genou arthritique proteste.
Stéphane déplace son poids, son soulier Oxford ciré glissant plus près des doigts tendus de Jean-Pierre. Le mouvement n'est pas accidentel. Jean-Pierre le remarque mais ne montre aucune réaction. Il se redresse, plaçant la carte d'identité sur le comptoir avec un contrôle mesuré. Cette identification est valide. Stéphane la ramasse entre deux doigts comme s'il manipulait quelque chose de contaminé. L'adresse semble incohérente avec nos dossiers. J'habite aux 12 places de la mairie depuis 30 ans, répond Jean-Pierre d'un ton égal. Une jeune guichetière observe l'échange, le malaise évident dans sa posture. Elle détourne le regard lorsque Stéphane jette un coup d'œil dans sa direction. Lucas s'éloigne du mur, s'approchant lentement. Son costume sur mesure coûte plus que le salaire mensuel de Stéphane. Stéphane le remarque immédiatement, évaluant le tissu coûteux, la démarche assurée. « Je serai avec vous sous peu, monsieur, dit-il à Lucas d'un ton dédaigneux, ne supposant aucun lien entre les deux hommes. Je suis avec lui, dit Lucas en désignant Jean-Pierre. L'expression de Stéphane change, se recalibrant, mais ne saisissant toujours pas toute la situation. Votre père ? Demande-t-il, la surprise mal dissimulée dans sa voix. Oui, répond Lucas simplement. Les yeux de Stéphane vont de l'un à l'autre. Vous n'avez pas l'air de venir du même. Il s'arrête, l'implication flottant dans l'air comme de la fumée. Jean-Pierre reste parfaitement immobile. Une vie de moments similaires lui a fourni un calme bien rodé. La mâchoire de Lucas se serre presque imperceptiblement. Du même quoi exactement ? Stéphane ne répond pas. Soudainement occupé avec sa tablette, la main de Lucas glisse dans sa poche, touchant son téléphone, prenant une décision qui remodèlera l'avenir de tout le monde dans la pièce. Stéphane assimile la relation père-fils, mais son attitude ne s'adoucit pas. Nous aurons besoin d'une vérification supplémentaire pour des raisons de sécurité. Il tape sur l'écran de sa tablette. Pour certains comptes, c'est la politique de la banque. Certains comptes ? Demande Lucas. Stéphane ignore la question. Une deuxième forme d'identification, s'il vous plaît. Jean-Pierre produit son passeport sans commentaire. Stéphane l'examine avec un examen théâtral, tournant les pages lentement. Une cliente s'approche du comptoir à côté d'eux, mais Stéphane lui fait signe d'aller vers un autre guichet sans lever les yeux. Aussi, j'aurais besoin de voir une carte de crédit et une vérification de sécurité sociale. Jean-Pierre extrait sa carte vitale et sa carte AMX platine de son portefeuille. Stéphane inspecte chaque document, les tenant à la lumière inutilement. Les clients dans la file observent le processus de vérification excessif avec des regards mal à l'aise. La signature semble incohérente, prétend Stéphane, bien que l'écriture élégante de Jean-Pierre reste remarquablement constante sur tous les documents. J'aurais besoin d'un échantillon de signature actuelle. Il fait glisser un formulaire sur le comptoir. Jean-Pierre le remplit avec la même précision digne qui a défini sa vie. Ses traits de stylo sont sûrs, délibérés. Stéphane le compare à la carte de signature dans le dossier, feignant de trouver des divergences. Je ne suis pas convaincu que cela corresponde à nos dossiers. C'est identique, dit Jean-Pierre calmement. Peut-être devrions-nous réessayer. Stéphane froisse le formulaire et le jette vers la poubelle. Il rate sa cible, et le papier atterrit sur le sol. Vous avez fait tomber quelque chose, ajoute-t-il avec un sourire narquois. Le hall devient silencieux. Tous les yeux observent. Jean-Pierre ne bouge pas. Lucas s'avance, mais Jean-Pierre lève légèrement la main, un geste si petit que seul son fils en reconnaîtrait la signification. Arrête. Laisse-moi gérer ça. Je suis client ici depuis 35 ans, dit Jean-Pierre, la voix égale. Je voudrais parler à votre superviseur. Le sourire de Stéphane se crispe. Je suis le directeur principal de service. Il n'y a personne d'autre disponible aujourd'hui. Il fait glisser un autre formulaire. Réessayons avec votre signature plus soigneusement cette fois. Jean-Pierre prend une respiration mesurée, calculant ses options tout en maintenant un calme impeccable. Lucas regarde son père, ne voyant pas un vieil homme humilié, mais une forteresse de dignité assiégée. Un agent de sécurité remarque la tension et s'approche, se positionnant plus près de Lucas que de Stéphane. Y a-t-il un problème ici ? Demande-t-il, regardant directement Lucas plutôt que l'employé de banque. Demandez-lui, répond Lucas en hochant la tête vers Stéphane. Stéphane redresse sa cravate.
Je ne fais que suivre les protocoles de sécurité. Certaines personnes ont du mal à comprendre nos procédures. Les yeux du garde passent à Jean-Pierre, puis reviennent à Lucas, faisant une évaluation rapide du costume coûteux, de la posture confiante. Monsieur, si vous causez un dérangement. Pas de dérangement, interrompt Jean-Pierre. Je ne fais que remplir de la paperasse. Il prend le formulaire et le signe avec une calligraphie parfaite, exactement comme il l'a fait la première fois. Le téléphone de Lucas vibre. Il jette un coup d'œil à l'écran. Un SMS de Valérie, PDG de NextGen. Prête à signer les documents de fusion demain. Virement de 5 milliards d'euros via la Banque du Val-de-Loire comme discuté. Les doigts de Lucas se serrent autour de son téléphone alors que 5 milliards de raisons de partir luttent avec une raison impérieuse de rester. Jean-Pierre fait glisser le deuxième formulaire de signature sur le comptoir. Stéphane l'analyse avec le même scepticisme, bien que la signature soit sans défaut. Finalement, il hoche la tête avec une acceptation réticente. Cela suffira, je suppose. Stéphane commence à traiter le changement de signataire avec une lenteur délibérée. Ses doigts tapent sur le clavier à moitié vitesse. Il explique des concepts bancaires de base à Jean-Pierre comme s'il parlait à quelqu'un qui ne connaît pas les questions financières. Un signataire, monsieur Jean-Pierre, signifie que votre fils peut accéder à vos comptes. Comprenez-vous ce concept? Jean-Pierre hoche la tête une fois, maintenant sa dignité. Je comprends parfaitement. Lucas s'éloigne, répondant à son téléphone qui vibre. Lucas à l'appareil. Lucas, c'est Valérie. Je confirme juste la signature de demain. Tout est sur les rails? La PDG de NextGen semble impatiente, excitée. Oui, tout est prêt, répond Lucas, sa voix portant délibérément. Le transfert de 5 milliards d'euros via la Banque du Val-de-Loire comme convenu. Il observe Stéphane du coin de l'œil, mais le directeur reste concentré sur le dénigrement de Jean-Pierre. Excellent. Nous avons besoin que cela soit géré avec un professionnalisme absolu, poursuit Valérie. Des inquiétudes concernant l'institution financière? Lucas regarde Stéphane faire apposer les initiales de Jean-Pierre sur des formulaires supplémentaires inutiles. Je développe certaines inquiétudes. Laisse-moi te rappeler dans 10 minutes. Il retourne aux côtés de son père alors que Stéphane traite enfin le changement de signataire. Tout est fait, monsieur Jean-Pierre, dit Stéphane avec une amabilité artificielle. Essayez de ne pas faire tomber votre carte d'identité la prochaine fois. Il fait glisser les cartes en retour sans établir de contact visuel. Jean-Pierre récupère ses papiers d'identité avec des mains fermes. Merci pour votre assistance, dit-il, maintenant son calme. Lucas et Jean-Pierre marchent vers la sortie. L'agent de sécurité les regarde partir, la main reposant inutilement sur son étui. Tu n'étais pas obligé de le laisser te traiter de cette façon, dit Lucas doucement une fois qu'ils sont dehors. J'ai connu pire, répond Jean-Pierre en redressant sa cravate. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Lucas s'arrête aux portes vitrées, regardant en arrière vers Stéphane, qui les a déjà effacées de son esprit, passant à un client blanc avec un sourire chaleureux. Celle-ci pourrait l'être. Jean-Pierre étudie l'expression de son fils, le même regard déterminé qu'il avait enfant face à l'injustice dans la cour de récréation. Maintenant soutenu par la puissance d'un empire corporatif. À quoi penses-tu? Que certaines leçons doivent être enseignées, dit Lucas d'une voix basse. Je dois passer un appel. Il monte dans la Citroën DS noire de Lucas qui les attend. Jean-Pierre s'assoit silencieusement alors que son fils sort à nouveau son téléphone. Il reconnaît le feu dans les yeux de Lucas, son propre feu transmis, mais avec des ressources que Jean-Pierre n'a jamais eues. Ce n'est pas nécessaire, dit Jean-Pierre. Pas pour l'orgueil d'un vieil homme. Lucas croise le regard de son père. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de schéma. Il compose un numéro. Et de gens qui n'ont pas le pouvoir de les briser. Jean-Pierre regarde son fils, voyant non seulement le PDG d'Horizon Innovation, mais le garçon qui a juré un jour que, quand il serait grand, les choses seraient différentes. Le garçon est maintenant un homme avec le pouvoir de faire de ce vœu une réalité. Stéphane ne réalise pas que l'homme âgé qu'il vient d'humilier a aidé à construire la moitié de la ligne d'horizon du centre-ville qu'il peut voir depuis sa fenêtre. Lucas appelle Valérie depuis la voiture. Sa voix est calme, contrôlée, mais résolue. Valérie, nous devons discuter d'un changement d'institution financière pour la fusion.
Quoi? Pourquoi? La surprise de Valérie est évidente même à travers le haut-parleur. La Banque du Val-de-Loire gère nos transactions depuis des années. Leur équipe est déjà prête pour demain. Je viens d'être témoin d'un comportement inacceptable de la part de leur directeur principal envers mon père, explique Lucas, décrivant l'incident sans embellissement émotionnel. Je ne dirigerai pas 5 milliards d'euros à travers une institution avec cette culture. Valérie hésite. C'est troublant, Lucas. Mais changer de banque maintenant retarderait la fusion de plusieurs semaines. Les actionnaires attendent une annonce lundi. Alors nous annonçons un retard, répond Lucas. Je suis prêt à mettre en péril l'accord pour ça. Jean-Pierre écoute silencieusement à côté de lui, le visage illisible. Valérie demande à lui parler directement. Monsieur Jean-Pierre, je suis tellement désolé pour votre expérience, dit-elle lorsque Lucas passe le téléphone. Était-ce vraiment aussi grave que Lucas le décrit? C'était exactement comme il le décrit, confirme Jean-Pierre, sa voix mesurée. Mais je ne lui demande pas de changer quoi que ce soit en mon nom. Ce n'est pas juste à propos de toi, papa, dit Lucas après avoir raccroché. C'est à propos de chaque personne qui entre là-bas en nous ressemblant. Lucas passe un autre appel à son directeur financier, Léo. Léo, j'ai besoin d'alternatives à la Banque du Val-de-Loire pour la transaction de fusion immédiatement. Quoi? Léo semble alarmé. Changer maintenant signifie renégocier les termes, une nouvelle diligence raisonnable. Le conseil va. Stéphane n'est qu'un directeur, continue Léo. Cela semble personnel plutôt que stratégique. Un directeur reflète la culture qu'il tolère, répond Lucas, la voix ferme. Trouve-moi des options d'ici ce soir. Jean-Pierre regarde son fils travailler, se souvenant de décennies d'indignité similaires qu'il a endurées tout en bâtissant son entreprise de construction à partir de rien. Les innombrables demandes de prêts refusées. Le financement soudainement indisponible lorsqu'il apparaissait en personne après des approbations téléphoniques. Quel est ton plan? Demande-t-il à Lucas lorsque les appels se terminent. L'éducation, répond Lucas, passant un autre appel, cette fois à son responsable des affaires juridiques. À l'intérieur de la banque, Stéphane poursuit sa journée, ignorant la tempête qui se prépare. Il glousse avec un collègue à propos des clients difficiles tout en redressant sa cravate. Soudain, le téléphone de Stéphane sonne avec un appel de la directrice régionale, qui ne contacte jamais directement les directeurs d'agence. Le téléphone de Stéphane affiche « Sandrine, directrice régionale », un nom qui apparaît rarement sur son identifiant d'appel. Il redresse sa cravate avant de répondre. Stéphane à l'appareil. Stéphane, nous avons reçu une plainte sérieuse concernant un incident aujourd'hui, déclare Sandrine sans préambule. Impliquant un certain Jean-Pierre. J'ai besoin de détails immédiatement. Le sourire confiant de Stéphane s'efface. Rien de grave. Un client âgé quelque peu confus au sujet de nos procédures de vérification. J'ai géré cela professionnellement. La plainte suggère le contraire. Je veux un rapport complet sur mon bureau d'ici demain matin. Le président du conseil pose des questions. Stéphane raccroche, l'irritation plissant son front. Il rédige un courriel se décrivant comme traitant professionnellement avec un client âgé difficile et confus qui s'est agité pendant les procédures de vérification standard. Il appuie sur envoyer, écartant l'affaire. Pendant ce temps, Lucas rencontre son équipe exécutive dans la salle de conférence aux parois de verre d'horizon, surplombant la ville. La Banque du Val-de-Loire est hors de question pour nos besoins bancaires, annonce-t-il définitivement. Son directeur financier présente 3 banques alternatives, des feuilles de calcul projetant l'impact de chaque option. Chacune retarderait la fusion d'au moins 2 semaines. NextGen devient nerveux. Valérie a appelé 2 fois pour demander si vous reconsidérez. Laissez-les devenir nerveux, répond Lucas, scannant les projections. Les principes comptent. À l'autre bout de la ville, Valérie fait les 100 pas dans son bureau alors que les appels affluent des principaux actionnaires questionnant les rumeurs sur les complications de la fusion. Elle organise une réunion d'urgence du conseil pour 8 heures. Lucas menace de partir à cause d'un incident à la Banque du Val-de-Loire, explique-t-elle à son président. Quel genre d'incident justifie de risquer 5 milliards d'euros? Demande-t-il. Le genre qui révèle le caractère, répond Valérie pensivement. Je m'en occupe personnellement. Jean-Pierre appelle Lucas tard ce soir-là. Sa voix porte le poids de quelqu'un qui a déjà vu cette histoire.
Fiston, j'apprécie ta prise de position, mais cette fusion est trop importante. Ne la fais pas dérailler pour la dignité d'un vieil homme. Ce n'est pas juste une question de dignité, explique Lucas, fixant les lumières de la ville. C'est à propos des systèmes qui permettent à des gens comme Stéphane d'agir. Parfois, le changement nécessite un levier. Tu risques tout ce que tu as construit, prévient Jean-Pierre. Je construis sur ce que tu m'as appris, répond Lucas. Que l'intégrité n'est pas situationnelle. Elle est fondamentale. La réponse de la directrice régionale reste non lue dans la boîte de réception de Stéphane, réunion demain, 8 heures. Les membres du conseil seront présents. Apportez les dossiers clients complets de Jean-Pierre. Le matin arrive, frais et clair. Stéphane entre au siège régional de la Banque du Val-de-Loire d'un pas confiant, hochant la tête à la sécurité comme s'il s'agissait d'une visite de routine. Sa réponse par courriel est restée sans réponse, mais il a préparé des explications pour toutes les questions. La réceptionniste lève les yeux. Monsieur Stéphane, ils vous attendent dans la salle de conférence principale. Il demande Stéphane, sa confiance vacillant légèrement. La directrice régionale Sandrine, le président du conseil, le conseiller juridique. Stéphane déglutit difficilement mais redresse ses épaules. À l'intérieur de la salle de conférence, 6 cadres sont assis dans une immobilité parfaite autour d'une table polie. Personne ne sourit. Personne n'offre de café. Sandrine parle la première. Nous traitons une plainte concernant votre conduite hier impliquant Jean-Pierre. Stéphane fait un geste dédaigneux. Un client âgé qui avait besoin d'une vérification supplémentaire. Peut-être était-il confus par les procédures standards. Le président fait glisser un dossier vers Stéphane. Profil client complet de Jean-Pierre. Examinez-le. Stéphane ouvre le dossier, son expression changeant à mesure qu'il lit. Jean-Pierre, investisseur fondateur de la Banque du Val-de-Loire, détenant des parts significatives depuis sa création. Compte personnel dépassant les 8 chiffres. Propriétaire de Construction Reynolds, qui a construit leur siège social. Je n'étais pas au courant, commence Stéphane. Clairement, interrompt Sandrine sèchement. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici. À l'autre bout de la ville, Lucas entre au siège de NextGen pour la réunion d'urgence du conseil. Valérie le présente aux membres du conseil inquiets, tous le regardant avec un examen calculé. Lucas doit expliquer pourquoi il met en péril notre fusion pour un problème bancaire, commence Valérie. Plus une déclaration qu'une question. Lucas décrit l'incident calmement sans mentionner la proéminence de son père. Je ne m'associerai pas avec des entreprises qui permettent un comportement discriminatoire, peu importe qui ils ciblent. Le président de NextGen fronce les sourcils. Bien que regrettable, cela vaut-il la peine de retarder une transaction de 5 milliards d'euros que les actionnaires attendent? Les valeurs ne sont pas situationnelles, répond Lucas. Ce qui est arrivé à mon père arrive quotidiennement à des gens sans ma plateforme. Si je n'utilise pas ma position pour y remédier, quel est l'intérêt de l'avoir? Valérie étudie le visage de Lucas, voyant de la conviction plutôt qu'une impulsion. Elle hoche la tête presque imperceptiblement. Nous avons construit cette fusion sur des valeurs partagées, poursuit Lucas. Si ces valeurs ne s'étendent pas à la façon dont nous sélectionnons nos partenaires financiers, que valent-elles? Alors que Stéphane bafouille des explications, le directeur de la sécurité de la banque entre discrètement dans la salle de conférence et place une clé USB sur la table. Le directeur de la sécurité insère la clé USB dans un ordinateur portable. L'écran de la salle de conférence s'anime, affichant plusieurs angles de caméra de l'incident d'hier. Stéphane se regarde lui-même en haute définition laisser tomber la carte d'identité de Jean-Pierre, positionner son pied près de la main de Jean-Pierre, rejeter une identification valide. Chaque mot condescendant, chaque micro-agression capturée avec un son parfait. Ce sont des images de sécurité standard que nous conservons pour toutes les transactions, explique Sandrine, la voix clinique. Ce que nous voyons ne correspond pas à votre explication. Stéphane bouge défensivement. Vous interprétez mal. La carte a glissé de ma main. Je suivais les protocoles de vérification. Le président ouvre un autre fichier. Nous avons tiré les registres de vos vérifications clients pour l'année écoulée. Il fait glisser une feuille de calcul vers Stéphane. Des motifs intéressants émergent lors de l'analyse par démographie des clients.
Stéphane blêmit alors que les données codées par couleur révèlent son application incohérente des protocoles de vérification basés sur la race et l'âge apparent des clients. Client blanc, temps de vérification moyen, 4,2 minutes. Client noir, 12,8 minutes. Clients minoritaires âgés, 18,3 minutes. Mais il y a plus de contexte nécessaire ici, continue le président en se penchant en avant. Jean-Pierre n'est pas seulement un client premium. Au siège de NextGen, la réunion du conseil devient de plus en plus tendue. Un membre du conseil défie Lucas directement. Cela semble motivé personnellement plutôt qu'orienté vers les affaires. C'est les deux, reconnaît Lucas sans hésitation. Mon père m'a appris à reconnaître les moments qui définissent le caractère. C'en est un. Valérie intervient. Avez-vous envisagé des mesures moins drastiques? Peut-être aborder le problème avec la direction de la banque. Ce processus est déjà en cours, révèle Lucas en regardant sa montre. Ce que vous ne savez pas, c'est la position de mon père. De retour dans la salle de conférence de la Banque du Val-de-Loire, le président explique le rôle de Jean-Pierre au sein du comité fédéral d'éthique bancaire et son travail continu de documentation des pratiques discriminatoires pour un témoignage au Parlement. Depuis 3 ans, il rassemble discrètement des preuves à travers plusieurs institutions, dit Sandrine, la voix stable. Hier n'était pas seulement pour ajouter son fils comme signataire. C'était un test standard de qualité de service qu'ils effectuent à l'échelle nationale. Stéphane réalise l'ampleur de ses actions. Je n'avais aucune idée de qui il était. C'est précisément le point, répond le président sèchement. L'égalité de traitement ne devrait pas dépendre de la connaissance de l'importance de quelqu'un. Le directeur de la sécurité joue un autre clip, la conversation téléphonique de Lucas dans la banque, mentionnant clairement la fusion de 5 milliards d'euros utilisant la Banque du Val-de-Loire. Réalisez-vous ce que vous avez fait? Demande Sandrine à Stéphane. Vous avez potentiellement coûté à cette institution des milliards en frais et endommagé notre réputation auprès de 2 clients corporatifs majeurs. Le col de Stéphane semble soudain trop serré. Si j'avais su qui ils étaient, vous les auriez traités différemment, termine le président. C'est exactement le problème. Chez NextGen, Lucas révèle le rôle de son père dans la surveillance bancaire. Il documente des modèles discriminatoires depuis des années. L'incident d'hier figurera dans son témoignage parlementaire le mois prochain. Les membres du conseil de NextGen échangent des regards alarmés, réalisant les implications plus larges. Cela nous met dans une position difficile, admet le président. Cela nous met dans la bonne position, contre-attaque Valérie. Voulons-nous être du bon côté de cette question lorsqu'elle deviendra publique? Lucas se lève. Je n'utilise pas cela comme levier. Je fais simplement un choix sur les institutions avec lesquelles nous nous associons. Vous êtes libre de faire le vôtre. Le président du conseil s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous envisager de soutenir votre position, monsieur Lucas, pour des raisons à la fois éthiques et pratiques. À la Banque du Val-de-Loire, Stéphane tente de limiter les dégâts. Je peux les appeler personnellement, m'excuser, expliquer que c'était un malentendu. C'est bien au-delà de cela, répond Sandrine. Le conseil se réunira cet après-midi pour déterminer les réponses appropriées. Jusque-là, vous êtes suspendu avec salaire. Alors que Stéphane quitte la salle de conférence, sa carrière s'effondrant autour de lui, Jean-Pierre est assis dans son bureau à domicile, examinant les images de 20 tests similaires menés dans différentes banques à travers le pays. Chaque vidéo montre des disparités subtiles mais indubitables dans le service basé sur l'apparence du client. Son assistant entre. Le président de la commission parlementaire a appelé. Ils veulent avancer votre témoignage compte tenu des récents développements. Jean-Pierre hoche la tête. Dites-leur que je serai prêt. Il jette un coup d'œil à une photo sur son bureau, lui-même en tant que jeune entrepreneur debout devant le chantier de construction de ce qui deviendrait le siège de la Banque du Val-de-Loire. L'ironie ne lui échappe pas. Est-ce que Lucas se joindra à nous pour le déjeuner? Demande son assistant. Il est occupé à enseigner une leçon nécessaire, répond Jean-Pierre. Alors que les deux réunions atteignent des décisions critiques, Jean-Pierre examine les images, préparant un témoignage qui ébranlera toute l'industrie. Le conseil de la Banque du Val-de-Loire licencie Stéphane par un vote unanime. Le président appelle personnellement Lucas, son ton soigneusement équilibré entre excuses et contrôle des dégâts. Monsieur Lucas, au nom de notre institution entière, j'offre nos plus profondes excuses pour l'incident d'hier.
Le comportement de M. Stéphane a violé toutes les normes que nous prétendons défendre. Les prétentions et la réalité diffèrent souvent, répond Lucas, la voix neutre. Nous avons mis fin à son emploi avec effet immédiat, poursuit le président. Mais nous reconnaissons que ce n'est qu'une première étape. Nous mettons en œuvre des changements complets dans nos systèmes de formation et de responsabilité. Lucas écoute mais ne prend aucun engagement. J'apprécie votre appel. Mon équipe vous contactera concernant notre décision. Le conseil de NextGen vote à l'unanimité pour soutenir la position de Lucas après une session à huis clos de 2 heures. Valérie rédige une déclaration conjointe avec Lucas annonçant un retard de 2 semaines pour la fusion pendant qu'il réévalue les partenariats financiers basés sur des valeurs partagées d'inclusion et de respect. La déclaration ne mentionne pas la Banque du Val-de-Loire par son nom, mais les analystes financiers font le lien immédiatement. Les Échos titrent « Fusion NextGen horizon de 5 milliards € retardé, les partenaires bancaires sous surveillance ». Bloomberg suit avec « Des allégations de discrimination bancaire stoppent une fusion majeure ». Jean-Pierre reçoit des appels de collègues membres du comité d'éthique bancaire tout au long de la journée. Le timing n'aurait pas pu être meilleur, lui dit la sénatrice. Votre témoignage prévu a maintenant un exemple concret et puissant. Les assistants parlementaires demandent des copies avancées des conclusions de Jean-Pierre, sentant une opportunité politique en abordant la discrimination bancaire avant les élections. Jean-Pierre fournit des données, mais pas son témoignage complet. Certaines choses doivent être entendues d'abord, pas lues, explique-t-il. Lucas établit des conditions claires pour continuer avec la Banque du Val-de-Loire, formation obligatoire sur les préjugés pour tout le personnel en contact avec la clientèle, audits indépendants de la qualité du service à travers les groupes démographiques, et soutien financier pour les initiatives bancaires communautaires dans les quartiers défavorisés. Le conseil de la banque, faisant face à la pression des principaux actionnaires préoccupés par les dommages à la réputation, accepte les termes de Lucas avec un enthousiasme inattendu. Nous aurions dû mettre en œuvre ces mesures il y a des années, admet le président en privé à Lucas lors d'un appel de suivi. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Demande Lucas directement. Le président hésite. Pas de raison commerciale impérieuse, je suppose. Vous en avez une maintenant, observe Lucas. Stéphane tente de limiter les dégâts, engageant l'éminente avocate Maître Webb pour plaider le licenciement abusif. Il prépare une déclaration peignant Stéphane comme un bouc émissaire pour des problèmes systémiques. Maître Webb découvre le modèle de test des services bancaires de Jean-Pierre et construit une défense autour du piège. Ils vous ont délibérément piégé, dit Maître Webb à Stéphane. Nous pouvons argumenter que Jean-Pierre agissait comme un agent du comité bancaire, menant essentiellement une opération d'infiltration sans divulgation appropriée. L'équipe juridique de la Banque du Val-de-Loire rejette la plainte, fournissant une documentation sur le comportement constant de Stéphane avec plusieurs clients au cours des 18 derniers mois. Ce n'était pas un incident isolé, déclare leur réponse. C'était un modèle de conduite qui a enfin reçu de l'attention. Jean-Pierre invite Stéphane à se rencontrer en privé à son bureau. Stéphane arrive en s'attendant à une confrontation, peut-être une opportunité d'enregistrer quelque chose d'utile pour son procès pour licenciement abusif. Au lieu de cela, il trouve Jean-Pierre examinant calmement des dossiers bancaires à un bureau surplombant la ville. « Merci d'être venu, dit Jean-Pierre, sans se lever. Asseyez-vous, je vous en prie. » Stéphane reste debout. « Mon avocate m'a déconseillé cette réunion. »« Je n'enregistre pas cette conversation, » répond Jean-Pierre. « Il ne s'agit pas d'action en justice. Il s'agit de comprendre. » Il tourne son écran vers Stéphane, montrant une vie d'interaction bancaire documentée. « J'ai vécu et documenté ces schémas depuis des décennies, » explique Jean-Pierre, faisant défiler des incidents des années 1980 à hier. « Il ne s'agit pas de vous punir. Il s'agit de changer les systèmes. » Stéphane écoute, défensif au début, puis de plus en plus mal à l'aise alors qu'il reconnaît des motifs dans son propre comportement reflétés dans des dizaines d'interactions similaires. « Je ne me suis jamais considéré comme ayant des préjugés, » admet-il finalement. Peu de gens le font, répond Jean-Pierre d'un ton égal. C'est pourquoi les preuves comptent. Pendant ce temps, d'autres institutions financières examinent leurs propres pratiques, craignant un examen similaire. Plusieurs PDG contactent Lucas, cherchant des conseils sur des mesures proactives. Lucas les met en relation avec des consultants en diversité des initiatives réussies de sa propre entreprise et recommande la transparence sur leurs conclusions. Les institutions qui prospéreront sont celles prêtes à reconnaître les problèmes avant qu'ils ne deviennent des scandales publics, leur dit-il.
Valérie annonce que NextGen exigera que tous les partenaires financiers subissent des audits de services indépendants. Nous établissons de nouvelles normes industrielles, dit-elle aux actionnaires lors d'un appel d'urgence. L'action de l'entreprise monte malgré le retard de la fusion, les analystes louant l'approche avant-gardiste de la gestion des risques. Cela représente un changement significatif dans la façon dont les services financiers évaluent le risque de partenariat. Un analyste de Goldman Sachs écrit « Les mesures de responsabilité sociale portent désormais des implications financières tangibles ». Jean-Pierre témoigne devant une sous-commission parlementaire, présentant ces données avec sa précision caractéristique. Des représentants des grandes banques remplissent la galerie, prenant des notes détaillées. Jean-Pierre ne mentionne pas Stéphane par son nom, se concentrant plutôt sur les modèles statistiques qui transcendent les individus. Ce ne sont pas des incidents isolés, explique-t-il au comité. Ce sont des manifestations de systèmes qui permettent aux préjugés d'influencer la qualité du service sans responsabilité. Lorsqu'on lui demande des solutions potentielles, Jean-Pierre décrit les mêmes mesures que Lucas a exigées de la Banque du Val-de-Loire. La formation sans test n'est que du spectacle, conclut-il. Des audits indépendants réguliers sont essentiels. Les agences de régulation commencent à rédiger de nouvelles directives basées sur les recommandations de Jean-Pierre. Les autorités annoncent des plans pour des tests de clients mystères à travers les groupes démographiques dans le cadre des évaluations régulières des banques. Stéphane regarde le témoignage depuis le bureau de son avocate, voyant sa carrière imploser à la télévision nationale sans que son nom soit mentionné une seule fois. Il n'est même pas en colère, observe Stéphane, surpris. Cela le rend plus dangereux, répond Maître Webb. La colère peut être discréditée. Les données ne le peuvent pas. Lucas et Valérie finalisent de nouveaux termes avec 3 partenaires bancaires pour leur fusion, y compris la Banque du Val-de-Loire sous ses nouvelles conditions de conformité. L'accord de 5 milliards d'euros se poursuit avec un retard de 3 semaines, se clôturant finalement avec des dispositions de surveillance plus fortes que prévues initialement. Le retard nous a coûté un peu d'élan, reconnaît Valérie lors de la signature. Mais nous avons gagné quelque chose de plus précieux, un modèle pour l'évaluation éthique des partenariats qui nous servira pendant des décennies. Lucas hoche la tête. Parfois, le progrès nécessite un inconfort temporaire. Alors que Stéphane quitte sa réunion avec Jean-Pierre, il remarque un visage familier dans la salle d'attente, un autre directeur de banque de l'autre côté de la ville, l'air nerveux, alors que l'assistant de Jean-Pierre l'invite à entrer. Stéphane reçoit une convocation à comparaître devant une audience de la commission bancaire. La lettre officielle décrit des accusations de pratiques discriminatoires et de violation des dispositions d'égalité de service en vertu des réglementations bancaires. Son avocate, Maître Webb, examine le document avec une inquiétude croissante. Ils font de vous un exemple, conclut-elle. Je recommande de régler cela à l'amiable. Stéphane secoue la tête. J'ai suivi les protocoles tels que je les comprenais. Je ne signe rien admettant la discrimination. Il ne s'agit pas de ce que vous croyez avoir fait, explique Maître Webb en retirant ses lunettes. Il s'agit de ce qu'ils peuvent prouver que vous avez fait. La salle d'audience se remplit de représentants de l'industrie bancaire et de médias. Stéphane entre portant son seul costume sur mesure restant, le chômage pesant déjà sur ses finances. Il prend place à la table des répondants, remarquant Jean-Pierre et Lucas assis au premier rang des observateurs. Les commissaires examinent les images de sécurité image par image. Stéphane se regarde à l'écran, voyant ses actions à travers les yeux des autres pour la première fois. Sa défense confiante vacille. Monsieur Stéphane, commence le commissaire Abrams, votre historique de vérification montre que les clients de couleur ont subi des temps de vérification en moyenne triple de ceux des clients blancs. Comment expliquez-vous cette disparité? Stéphane redresse sa cravate. Différentes situations nécessitent différents niveaux de contrôle. Je suivais les protocoles d'évaluation des risques. Étiez-vous au courant que Monsieur Jean-Pierre était client depuis 35 ans sans aucun incident de sécurité? Cette information ne m'était pas immédiatement disponible. Le commissaire Abrams se penche en avant. Auriez-vous traité un client blanc à l'apparence riche de la même manière? Stéphane hésite trop longtemps avant de répondre. Je crois que je traite tout le monde de manière égale. La salle se remplit de murmures. Le commissaire Abrams laisse le silence s'étendre avant de continuer. Jean-Pierre témoigne ensuite, présentant des données de dizaines de tests bancaires menés à l'échelle nationale. Sa voix reste mesurée, son attitude professionnelle. Il ne mentionne jamais Stéphane par son nom ni ne montre d'animosité personnelle.
ce n'est pas à propos d'un incident ou d'un directeur, explique Jean-Pierre, indiquant des graphiques montrant des disparités constantes à travers les institutions. C'est à propos de schémas si normalisés qu'ils sont devenus invisibles pour ceux qui les perpétuent. Lucas observe depuis le public, regardant son père transformer des décennies de dignité tranquille en un plaidoyer puissant. Les représentants de l'industrie remplissent chaque siège, reconnaissant l'impact potentiel de l'audience sur les futures réglementations. Les anciens collègues de Stéphane témoignent ensuite. Chacun prétend avoir remarqué des comportements inquiétants mais manquait de mécanismes de signalement. Le président de la Banque du Val-de-Loire décrit leurs nouvelles mesures de formation et de responsabilité, plaçant implicitement tout le blâme sur Stéphane plutôt que de reconnaître la responsabilité institutionnelle. Nous avons complètement remanié nos procédures de vérification, témoigne le président. Les actions de M. Stéphane, bien que regrettables, ont conduit à des améliorations significatives. Stéphane sent le sol se dérober sous ses pieds. Les mêmes cadres qui avaient approuvé ses promotions pendant des années prenaient maintenant entièrement leur distance. Le verdict de la commission tombe rapidement. Stéphane est interdit de travailler dans des institutions financières pendant 5 ans et doit suivre une formation approfondie contre les préjugés avant de pouvoir postuler à nouveau pour une certification. L'amende financière dépasse ses économies. À l'extérieur de la salle d'audience, les journalistes tendent leur micro vers Stéphane. « Maintenez-vous que vous n'avez rien fait de mal ?» demande un reporter. Stéphane commence une déclaration défensive, puis s'arrête en voyant Jean-Pierre sortir du bâtiment. Leurs yeux se croisent brièvement à travers les marches bondées. « J'ai fait des erreurs, dit Stéphane à la place. Et j'apprends d'elles. » Jean-Pierre le reconnaît d'un léger signe de tête avant de partir dans sa Citroën DS. Plus tard ce soir-là, Stéphane vide son bureau à la maison, plaçant ses récompenses bancaires dans une boîte. Son téléphone sonne, sa fille appelant de l'université. « Papa, ça va ? J'ai vu les nouvelles. » Stéphane marque une pause. « Je suis en train de comprendre certaines choses, Manon. Des choses que j'aurais dû comprendre il y a longtemps. Que vas-tu faire maintenant ? » Il regarde la transcription de l'audience sur son bureau. Apprendre. Vraiment apprendre cette fois. Alors que l'audience se conclut, Jean-Pierre reçoit un appel du chef de cabinet de l'Élysée. Le président a lu son témoignage et veut discuter d'une nouvelle initiative de surveillance bancaire. 6 mois plus tard, Lucas et Valérie finalisent leur fusion dans la salle de conférence ensoleillée d'Horizon. Des représentants de 3 banques assistent à la signature d'un consortium sélectionné après avoir passé des audits rigoureux de qualité de service. L'accord de 5 milliards d'euros établit un nouveau langage contractuel maintenant adopté à l'échelle de l'industrie, des exigences de service éthique avec des références mesurables et des dispositions de responsabilité. Il y a 5 ans, ce langage aurait été considéré comme superflu, observe Valérie en signant le document final. Aujourd'hui, il devient la norme. Lucas hoche la tête. Le changement arrive progressivement, puis soudainement. À l'autre bout de la ville, Jean-Pierre témoigne devant une commission mixte parlementaire. Les caméras diffusent sa présentation à l'échelle nationale. Son témoignage présente des données complètes sur la discrimination bancaire, livrée avec une dignité mesurée plutôt qu'une accusation. Les schémas persistent parce qu'ils restent invisibles pour ceux qui ne les vivent pas, explique Jean-Pierre, passant à sa diapositive suivante. Les rendre visibles crée l'opportunité d'une amélioration systématique. Son approche résonne à travers les lignes politiques. Même les représentants initialement sceptiques se trouvent incapables de rejeter les preuves méticuleusement documentées. Le comité accélère de nouvelles exigences de transparence pour les institutions financières, exigeant des audits réguliers de la qualité du service démographique avec des rapports publics. Stéphane, incapable de trouver du travail dans la banque, s'inscrit à un programme de sociologie étudiant les biais systémiques. Sa perspective, en tant qu'auteur et témoin, s'avère précieuse dans des contextes de recherche. Il prend occasionnellement la parole lors d'événements de l'industrie, partageant son évolution avec une franchise inattendue. « Je ne reconnaissais pas mes propres schémas jusqu'à ce que je les voie de l'extérieur », dit-il à une conférence bancaire à Paris. Les systèmes ne se perpétuent pas seuls. Les gens comme moi les perpétuent par des actions quotidiennes que nous n'examinons pas. Son histoire devient une étude de cas dans les cours d'éthique des affaires dans les grandes universités. La Banque du Val-de-Loire met en œuvre une formation sur les biais et des tests de services anonymes à la pointe de l'industrie. Leur président invite Jean-Pierre à rejoindre leur conseil d'administration,
une position qui s'accompagnerait d'une compensation substantielle. Votre perspective serait inestimable, insiste le président lors d'un déjeuner. Jean-Pierre décline poliment. Je suis plus efficace en tant qu'observateur indépendant, explique-t-il, recommandant des candidats qualifiés issus de milieux sous-représentés à la place. Lucas établit une fondation de littératie financière ciblant les communautés défavorisées, la finançant avec un pourcentage des bénéfices de l'entreprise fusionnée. Valérie rejoint son conseil, amenant d'autres leaders de l'industrie avec elle. L'inclusion financière nécessite plus que l'accès, explique Lucas lors du lancement de la fondation. Elle nécessite un traitement égal une fois l'accès obtenu. Les régulateurs bancaires adoptent la méthodologie de test de Jean-Pierre à l'échelle nationale, créant des mesures de responsabilité pour la qualité du service à travers les groupes démographiques. Plusieurs grandes banques font face à des amendes importantes pour des disparités, entraînant des changements rapides dans l'industrie. Les départements de conformité se développent. L'analyse statistique des modèles de services devient standard et la rémunération des dirigeants est de plus en plus liée aux mesures d'équité. Les publications spécialisées qui questionnaient initialement l'analyse de rentabilisation de telles mesures présentent maintenant des histoires de réussite d'institutions qui ont mis en œuvre des changements de manière proactive. La norme Jean-Pierre, comme les initiés de l'industrie appellent maintenant les pratiques de référence, passe d'un fardeau réglementaire à un avantage concurrentiel alors que les consommateurs considèrent de plus en plus les mesures d'équité dans leurs choix bancaires. Alors que Jean-Pierre se prépare à prendre sa retraite du comité d'éthique bancaire, il reçoit des candidatures de dizaines de jeunes professionnels espérant poursuivre son travail, y compris la fille de Stéphane. Un an plus tard, Jean-Pierre et Lucas se retrouvent pour dîner au Petit Bistrot, un restaurant haut de gamme. Le maître d'hôtel, ignorant sa proéminence, les place à une bonne table. Lucas remarque et sourit. Certaines choses changent, observe-t-il en dépliant sa serviette. Doucement, convient Jean-Pierre, mais de manière significative. Ils discutent des transformations de l'industrie que leurs actions ont déclenchées. La fusion prospère avec les exigences bancaires éthiques de leur entreprise, maintenant adoptées par les concurrents. Jean-Pierre montre à Lucas des lettres de personnes partageant des expériences similaires, le remerciant pour son plaidoyer. Celle-ci vient d'une propriétaire de petite entreprise à Lyon, dit Jean-Pierre, passant sa tablette à travers la table. Elle écrit que son processus de demande de prêt a semblé différent cette fois, comme être vu comme une cliente plutôt qu'un risque, lit Lucas en hochant la tête. Une interaction à la fois. J'ai passé des décennies à tolérer ce que j'aurais dû contester, admet Jean-Pierre, son reflet visible dans la fenêtre. Tu documentais, tu construisais des preuves. Lucas contre-attaque en disant que cette patience a rendu le changement plus permanent. Leur serveur s'approche, un jeune homme au professionnalisme aisé. Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que votre dîner, votre bœuf bourguignon et votre vin rouge, a été payé anonymement. Lucas lève un sourcil. C'est très aimable. Pouvons-nous remercier notre bienfaiteur? Le serveur hésite, puis désigne discrètement une table d'angle où Stéphane est assis avec une jeune femme, sa fille Manon. Stéphane lève légèrement son verre en signe de reconnaissance avant de se lever pour partir. Jean-Pierre le regarde partir. La responsabilité sans rédemption n'est que punition, dit-il à Lucas. Le vrai changement a besoin des deux. Manon s'approche de leur table pendant que son père attend près de la porte. Monsieur Jean-Pierre, dit-elle, je voulais vous remercier personnellement. Votre travail a inspiré ma thèse. Elle place une carte de visite à côté de son assiette. Je commence au comité d'éthique bancaire le mois prochain. Jean-Pierre prend la carte, souriant sincèrement. La prochaine génération améliore notre travail. Après son départ, ils terminent leur dîner dans un silence confortable. Jean-Pierre prend finalement la parole, réfléchissant à son parcours, de jeune entrepreneur en construction confronté à des obstacles bancaires constants à un défenseur influent de la réforme systémique. La réponse la plus puissante au manque de respect n'est pas la colère, dit-il. C'est le changement stratégique. Lucas considère la sagesse de son père. Tu ne m'as jamais appris à riposter directement. Je t'ai appris à construire à la place, corrige Jean-Pierre. Se battre détruit. Construire crée de nouvelles réalités. Ils sortent dans l'air frais du soir. De l'autre côté de la rue, une nouvelle succursale bancaire affiche son nom sous un éclairage discret. En dessous, la citation de Jean-Pierre apparaît en lettres élégantes, le respect égal ne devrait pas dépendre de la connaissance de l'importance de quelqu'un. Lucas la lit, puis regarde son père.
Tes mots, leur choix, répond Jean-Pierre. C'est comme ça que tu sais que c'est un vrai changement. Ils marchent ensemble vers leur voiture qui les attend. Deux générations qui ont transformé une indignité personnelle en une réforme à l'échelle de l'industrie. Non pas par vengeance, mais par une persévérance stratégique et l'application patiente de l'influence. Est-ce que ça en valait la peine? Demande Lucas. Le risque pour la fusion, l'examen public. Jean-Pierre regarde les lumières de la ville. Demande-moi dans une autre génération quand personne ne se souviendra que c'était différent un jour. La dignité n'exige pas de revanche. Elle exige de créer des systèmes où le manque de respect ne peut pas prospérer.